Bienvenue pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Tout de suite, les titres du 7-8, l'actu de ce vendredi 20 juin. À Elancourt, parents d'élèves et enseignants dans la rue pour demander au maire de revoir sa copie sur les rythmes scolaires. Sa proposition d'organisation ne convient pas. Jean-Michel Fourgousse, UMP, est l'un des plus farouches opposants à cette réforme. Il veut assurer un service minimum. Eux aussi sont en colère. Les salariés de l'hôpital gérontologique et médico-social de Plaisir, ils contestent le plan d'économie proposé par la direction. Ils viendront s'expliquer en plateau tout à l'heure. Et puis, comme chaque vendredi, retour sur les principales actualités de la semaine. Ouverture du bac 2014, contestation à la SNCF ou encore vous revivrez le début du mondial de football. A noter que nous parlerons aussi dans ce journal de la nouvelle carte des communes prioritaires dans le cadre de la politique de la ville. L'image du jour, c'est à Versailles et le chantier du Solar Décathlon qui a débuté. C'est sur le site des Matelots que les 20 équipes représentant 16 nationalités différentes montent depuis lundi leur prototype de maison solaire. Pour cette compétition internationale qui a lieu tous les 2 ans, étudiants, architectes et ingénieurs ont exactement 11 jours pour parachever leurs œuvres. Pour les aider, des grues et des spécialistes du bâtiment sont venus en renfort. Vendredi 27 juin, inauguration officielle de ces habitations futuristes. Pour que tout soit opérationnel le jour J, les équipes travaillent également la nuit. Le chantier, on l'a commencé lundi dernier. C'est déjà le 5e jour, il me semble, on en a 10. On est sur un système de 3-8, donc 3 équipes. On tourne, moi je suis du matin, il y en a qui sont de la nuit, c'est un peu difficile pour la nuit parce qu'il fait moins chaud. Puis ils ont du mal à dormir. On dort pas beaucoup, il y en a qui dorment même plus. Donc voilà, forcément c'est un projet ambitieux, donc il y a pas mal de choses à faire à la dernière minute. Mais voilà, on est motivé, on est soudés, donc on fera en sorte de rendre la maison dans les temps. Le gouvernement a dévoilé la nouvelle carte des communes et quartiers prioritaires dans le cadre de la politique de la ville. Dans les Yvelines, seul Morpa intègre ce dispositif alors que Montigny, Le Bretonneux, Saint-Cyr-l'École ou encore Magny-les-Hameaux en sortent. Être classé commune prioritaire permet de recevoir des dotations financières supplémentaires mais aussi des renforts humains pour l'encadrement des élèves par exemple. On écoute le maire de Magny-les-Hameaux qui s'attendait à voir cette aide s'arrêter. Elle aura duré une vingtaine d'années et aura permis de changer durablement le visage du quartier du Buisson. On s'y attendait. Maintenant, aujourd'hui, on travaille surtout sur l'accompagnement de la sortie. Et j'ai alerté depuis plusieurs mois déjà Madame la sous-préfète à la ville, justement, sur le principe d'une sortie en douceur pour surtout ne pas mettre en péril toutes les avancées qu'on a pu avoir ces dernières années. Le manque à gagner est difficile à estimer puisque si on a une continuité dans le droit commun, c'est-à-dire une continuité sur des subventionnements par différentes autres collectivités pour la continuité de certains de nos dispositifs, dans ce cas-là, on n'aura pas énormément de pertes. À Elancourt, nous en avons déjà parlé cette semaine, les parents d'élèves et les directeurs d'école s'opposent aux propositions du maire sur les rythmes scolaires. Le maire a déjà revu sa copie, mais cela n'a pas suffi à calmer le mouvement. Manifestation vient de se tenir jeudi soir et d'autres ne sont pas à exclure. Anthony Reich et Jonathan Villeman. 15 minutes le midi, 30 en fin de journée. C'est la nouvelle proposition du maire UMP d'Elancourt, Jean-Michel Fourgousse, pour les temps d'activité périscolaire à la rentrée prochaine. Une répartition de ces TAP dont ne veut pas cette centaine de parents d'élèves. Le problème, c'est que sur 15 minutes, il n'est pas possible d'avoir une activité. Le temps de sortir les affaires, le temps de ranger, il n'y aura rien. Et le soir, pareil, en 30 minutes, je ne vois pas ce qu'on peut faire. Donc le tout, c'est d'avoir une activité de 45 minutes sur laquelle on puisse effectivement avoir une activité efficace, plutôt que sur des découpages qui riment à rien. On a aussi du mal aussi à percevoir si effectivement il va y avoir en place donc une animation, il y aura effectivement s'il y aura un recrutement aussi d'animateurs. Donc voilà, si c'est pour faire de la garderie, moi non, ça m'intéresse pas du tout. L'application des nouveaux rythmes scolaires à Elancourt nécessiterait le recrutement d'une centaine de personnes supplémentaires. L'équipe municipale privilégierait donc un recours aux professeurs pour encadrer ces TAP. Résultat, cela coûterait 2 fois plus cher que des animateurs. On peut faire soit des cours de jeux d'échecs, puisque c'est qu'on a la Fédération nationale des jeux d'échecs ici, et que déjà les enfants sont formés, ou bien jouer avec des contenus numériques riches, innovants, surtout avec leurs tablettes, ou bien faire des cours d'anglais,
ou bien, dans certains cas, en fait, prolonger le cours du prof, si les profs, bien sûr, sont intéressés. Cette application des nouveaux rythmes scolaires coûterait à la ville d'Élancourt environ 500 000 €. Pour tamponner cette nouvelle dépense, la commune envisage de créer un nouvel impôt. Et pendant que le maire d'Élancourt entend obtenir l'implication des enseignants pour ces TAP, à Montigny-le-Bretonneux, on recrute des animateurs. Un forum vient de se tenir. Les candidats ne manquaient pas en reconversion professionnelle ou déjà animateurs souhaitant renforcer leurs horaires et donc leur salaire. Ils étaient une trentaine au total pour 28 postes. Des formations seront dispensées à ceux n'ayant pas toutes les qualifications requises. Une nouvelle présidente pour la FCPE des Yvelines, la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques, vient de désigner Valérie Troma à sa tête dans le département pour un mandat de 1 an. Elle réaffirme les valeurs qu'elle entend défendre, laïcité et gratuité, notamment Valérie Troma, qui sera l'invitée du 7-8 L'Actu le 1er juillet. Il y a la formation des parents. La formation des parents est importante. On se rend compte que les conseils d'école sont tout sauf démocratiques et que sans formation, les parents ont du mal à trouver leur place pour ouvrir un dialogue et les débats en fait nécessaires pour faire évoluer l'école. Là, ce qui se passe au niveau du conseil départemental, on a des difficultés à recruter des administrateurs. On a 21 postes prévus au niveau de nos statuts, mais seulement 15 de pourvus. Donc on a ce travail-là aussi à faire sur le terrain pour inciter les parents à venir en fait postuler sur des postes d'administrateurs au CDPE. C'est important parce que sans la présence d'administrateurs en nombre suffisant, on a du mal à être présent sur les différentes réunions où on siège, notamment sur les instances, mais également auprès des partenaires. Et ce qui nous permet aussi d'asseoir nos valeurs et de faire rayonner la FCPE et nos actions. Et il s'agissait bien de Valérie Troma, cette nouvelle présidente de la FCPE. On reste dans le domaine de l'éducation avec l'appel lancé cette semaine sur notre antenne par l'association AFS Vivre sans frontières, une association qui permet dans une cinquantaine de pays à des jeunes de s'installer pendant une année dans des familles d'accueil, des jeunes qui peuvent ainsi vivre en immersion totale dans la culture du pays tout en suivant leur scolarité. AFS manque de familles, justement, une quinzaine pour le mois de septembre. Le témoignage de la responsable locale qui était l'invitée du journal jeudi soir. Tout le monde peut être famille d'accueil dans le sens où il ne faut pas nécessairement avoir des enfants de l'âge de l'accueilli. Des jeunes enfants, des jeunes retraités sans enfants, des familles recomposées, des familles à parents célibataires ou voilà. Donc en fait, on étudie. Vous remarquer qu'il faut tout de même que les familles comprennent que les jeunes qui viennent ne sont pas là ni pour garder les enfants, voilà. Ni pour faire non, les jeunes, de ce côté-là, c'est vraiment des jeunes qui doivent aller. Ils ont l'obligation de suivre une scolarité et c'est très important que les familles comprennent ça. Ils suivent une scolarité et c'est aussi cette espèce de petit grain de culture. L'école, le lycée, qui n'est pas facile pour les gens qui arrivent. Le lycée français est quand même assez dur. Et c'est par ça qu'ils doivent passer aussi. Donc c'est compliqué. Donc il faut les soutenir aussi, les jeunes, dans cette expérience-là. En fait, les jeunes sont accueillis bénévolement par des familles et ils ont l'obligation d'aller au lycée. Et donc, ils vivent vraiment la vie d'un lycéen français. Et donc, ils apprennent en fait la langue parce que certains arrivent en France sans parler un petit mot de français. Donc, ils apprennent la langue, ils apprennent la culture et ils apprennent surtout la culture familiale, c'est-à-dire comment on fait à manger, comment on éduque ses enfants, comment on fait son lit, dans la famille où ils seront. Et nos familles sont entièrement bénévoles, donc elles s'impliquent très très fort et c'est pour ça qu'on les soutient pour vraiment les aider à réussir cette expérience. D'un autre côté, nous offrons la carte imaginaire pour les enfants qui en ont besoin. Nous remboursons la carte imaginaire et la cantine pour les familles qui le veulent aussi. Donc il y a quand même une petite participation de l'association. Le baccalauréat va bientôt connaître son épilogue après une semaine d'épreuves. Les résultats seront dévoilés le 4 juillet. Cette année encore, le stress a été important pour de nombreux lycéens. Et parmi les 10 000 candidats yvelinois, nous avons suivi cette année Colline, élève de terminale ES. Retour sur son arrivée dans la salle d'examen lors de l'épreuve de philosophie lundi dernier. Mathilde Capberne. Lycée Hoche, pas de panique dans cet établissement versaillais. À 8 heures, aucun candidat ne manquait à l'appel. Les proviseurs avaient reçu des consignes strictes du ministère de l'Éducation nationale. Sur l'accueil, effectivement, des élèves qui arriveraient éventuellement en retard, les accueillir pendant 1 heure après la distribution des sujets et de leur accorder un temps équivalent à leur retard, dans la mesure où le retard était justifié effectivement par les problèmes de la SNCF. Ici, près de 400 élèves se sont penchés sur l'épreuve de philosophie,
une épreuve plus ou moins redoutée. Bah non, j'étais pas trop stressé parce que j'avais bien révisé pendant la semaine de révision, j'étais assez confiant de moi. Nous on est plus stressé pour les matières scientifiques vu qu'on est en S, donc la philo non. Moi j'ai plutôt l'habitude de pas forcément beaucoup réussir en philosophie, donc je me disais qu'au pire j'avais une mauvaise note et j'avais l'habitude. Très stressé, mais j'ai pris un médicament et après ça allait mieux. Pas spécialement, parce que je pense que c'est aussi un travail qui se fait sur toute l'année. Suffit-il d'avoir le choix pour être libre ou pourquoi chercher à se connaître? 2 sujets de dissertation pour l'épreuve de philosophie des terminales en économie et sociale. Pas de quoi effrayer Colline. Elle choisit l'étude de texte, celui de Hannah Arendt. Une fois devant ma copie, déjà j'ai choisi plutôt vite. Les 2 dissertations ne m'inspiraient pas tellement, donc j'ai choisi l'étude de texte. Et je pensais que j'aurais du mal à rentrer dedans, et au final je l'ai lu 2 ou 3 fois, et après ça allait beaucoup mieux. J'ai passé 1h30 sur mon brouillon, et donc là après je suis sortie en avance. C'est pas forcément ce qu'il faut faire, mais je suis plutôt contente de moi. Auch fait partie des meilleurs établissements de l'Île-de-France. Filières S et ES sont présentées. L'année dernière, le lycée affichait plus de 99% de réussite. Alors l'année dernière, les résultats à Auch ont été excellents, entre 99 et 99,5%. La particularité de Auch, c'est qu'effectivement on accueille de très bons élèves à l'entrée en seconde et on garde la totalité de nos élèves en seconde, première, terminale. Colline et ses camarades doivent encore se concentrer sur la suite des épreuves. Au programme mardi, histoire et géographie. En tout, plus de 17 000 candidats se présentent au baccalauréat dans le département. Rendez-vous donc le 4 juillet pour les résultats. Et le stress a été d'autant plus grand cette année pour certains étudiants que les employés de la SNCF étaient en grève. Un conflit qui commence à s'essouffler mais qui reste pénalisant pour les usagers. Alors que les débats autour de la réforme ferroviaire s'ouvraient à l'Assemblée, certains cheminots sont venus interpeller le député socialiste Jean-Philippe Mallet à sa permanence à Trappes. Sa réponse à ce mouvement, c'était mardi soir dans le 7-8 politique sur TV Fil. Je ne comprends pas la réaction là de ces militants puisque le projet de loi a été, lorsqu'il a été élaboré, il y a eu vraiment une concertation étroite, avec en particulier la CGT, qui a été, à tous les stades de la confection de ce projet de loi, a été informée. Bien. Ce projet de loi, d'une certaine façon, va dans la direction de ce que souhaitait la CGT, c'est-à-dire une réunification, vous savez, de RFF et de la SNCF. Il y aura 3 établissements publics industriels et commerciaux, donc la réforme un de tête et 2, la SNCF Mobilité et Réseau, qui seront chapeautés par cet établissement public. Il ne s'agit pas de remettre en cause le statut des cheminots. Donc ils ont tort de faire grève? Oui, non? Non, je ne dirais pas qu'ils ont tort de faire grève, parce que la grève est un droit constitutionnel. Moi, je les respecte profondément. Sauf que ça fait une semaine et que là, les usagers commencent à en avoir marre aussi. Oui, tout à fait. Il faut parler de ce qu'il y a dans le projet de loi et ne pas être dans des choses qui ne sont pas dans le projet de loi. Autre conflit social, celui qui oppose les agents de l'hôpital Plaisir-Grignon à leur direction. L'établissement a dévoilé un plan d'économie. Elle doit réduire son déficit de moitié, d'1,4 million à 700 000 euros. Une intersyndicale a organisé plusieurs manifestations depuis cette annonce. Ses représentants vont s'expliquer dans un instant en plateau, mais on écoute déjà l'une de ses salariés qui s'exprimait lors de la dernière mobilisation jeudi. Mauvaise santé à ce point-là, non. Mais bon, on se doutait qu'il y avait des problèmes, oui. Mais de toute façon, tous les hôpitaux généraux ont des problèmes. On vous demande de faire de la rentabilité aujourd'hui dans un hôpital, quoi. Voilà, rien que ce mot, déjà, vous avez tout compris. Faire de la rentabilité. Moi, tous les matins, on me demande alors, taux d'occupation, il est à combien? Je pense qu'il y a autre chose à gérer avant. Corinne Lepape pour la CGT, Catherine Sautegeau pour Force Ouvrière et Édouard Caron pour Sud. Bonsoir à tous les trois. Bienvenue en plateau. Vous représentez cette intersyndicale qui mobilise les salariés. On vient d'entendre une salariée, justement, elle parle de rentabilité. Il ne serait plus question de santé publique dans votre établissement. C'est ce que vous ressentez également? Oui, mais c'est pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, d'ailleurs, notre tract de ce matin en dit long, puisque le titre, c'est « Il ne pense qu'aux sous, nous ne pensons qu'aux soins ». Sur votre activité au quotidien, vous le ressentez, vous aussi, dans vos différents services? On vous demande de faire de rentabilité? Absolument. Nous, en tant que soignants, on ne peut pas raisonner avec une calculatrice dans la tête, quoi. Nous sommes soignants avant tout, nous avons des patients dans nos lits, on ne peut pas raisonner comme ça. Enfin bon, l'hôpital public n'a jamais été là pour faire de bénéfices.
pour économiser 700 000 euros, Voilà. puisque c'est ce qui est demandé. Il faut réduire donc ce déficit de moitié. La direction devrait geler le nombre de lits en rééducation, en gériatrie. Ça va signifier quoi pour les patients ? 20 lits de soins de suite gériatriques et 10 lits de médecine physique et de réadaptation orthopédique. Ce que ça va générer pour les patients, c'est que, surtout pour les hôpitaux environnants, où l'établissement de l'hôpital Plaisir-Grignon est une filière Zaval, ce qui permet surtout un établissement comme Mignot de ne pas garder leurs malades trop longtemps dans les lits, et ce qui fait qu'aujourd'hui, si les lits disparaissent ou sont gelés, parce qu'on ne parle pas de fermeture, on parle de gel, si les lits sont gelés sur l'HGMS, ils auront plus de difficultés pour écouler leurs patients des lits sur les hôpitaux généraux comme Mignot, surtout Mignot. Et y compris nous, on a un service de médecine aiguë qui nous sert de filière d'aval, où il est demandé en règle générale dans ces services de médecine aiguë que le patient reste entre 3 et 5 jours maximum. Heureusement qu'on avait une filière de soins de suite gériatriques pour nous permettre de pouvoir faire sortir rapidement les patients qui sont en phase aiguë. Corinne Lepape, juste pour les salariés, ça veut dire aussi des postes supprimés, c'est ça ? Tout à fait. Et c'est justement la grande inquiétude, parce que on nous annonce actuellement là 3 suppressions de postes, enfin 3 non-renouvellements de contrats en fin juin et 3 non-renouvellements de contrats en fin juillet. Mais bon, pour nous, ça équivaut à des licenciements et à 6 pertes de postes. Parce que la direction ne veut pas parler de suppression de postes. C'est ce qu'on vous a répondu. Il n'y a pas de suppression de postes, ce sont des CDD. Et la direction dit que c'était même encore un peu prématuré, que de vous inquiéter. Vous répondez quoi ? C'est ce qu'ils nous disent. Oui. Suppression de postes, si, c'est des suppressions de postes, c'est des CDD, c'est des gens qui sont sur le terrain. Donc, s'ils sont sur le terrain, c'est qu'il y a vraiment un réel besoin de ces gens-là. Donc, suppression de postes, nous aussi, on reste sur ce mot-là. Minimum 11. On part sur les chiffres. Alors, ce ne sont pas des chiffres erronés, puisqu'ils nous ont été communiqués par notre direction. Il y a 11 CDD qui ne seront pas renouvelés. Donc, pour nous, ce sont 11 postes supprimés. La demande aujourd'hui, c'est une intervention financière de l'ARS, l'Agence régionale de santé. Vous voulez que l'ARS mette la main à la poche pour qu'elle tienne ses engagements. Parce qu'il y avait un engagement qui avait été pris. Il y avait un engagement qui avait été pris, mais de manière orale. C'est que du verbal. Et aujourd'hui, on aimerait qu'il n'y a aucun écrit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, notre déficit, il est d'1,4 million. Si l'ARS tient ses engagements, c'est-à-dire de financer ces 700 000 euros, aujourd'hui, on passe sous la barre des 3% et on n'a pas besoin de fermer de lits. Parce qu'il y a une obligation légale, les établissements publics de santé ne peuvent pas être à plus de 3% de déficit. Oui, ça sinon, on se retrouve sous tutelle. Sous tutelle. Et justement, quand on vous dit qu'il faut faire des économies, des concessions, vous êtes prêt à en faire ? Est-ce que vous êtes prêt à faire des concessions ? Les concessions, oui, mais pas à n'importe quel prix et pas au détriment de la prise en charge de nos résidents. Parce qu'actuellement, on sait très bien qu'automatiquement, s'il y a des diminutions de postes ou autres, il y aura forcément des impacts sur la prise en charge. Et même sur le fait de ne pas pouvoir garder certaines personnes sur du SSR gériatrique, fait qu'on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on va en faire, que vont-ils devenir. Vous avez organisé des débrayages tout au long de la semaine, ces derniers jours. Vous bloquiez un temps pour aller exprimer votre mécontentement. On a vu encore quelques images de jeudi. Vous allez poursuivre ce mouvement ? Vous arrêtez aujourd'hui et vous allez procéder différemment après ? On va procéder différemment. Aujourd'hui, il y a un dernier piquet de grève cet après-midi, de 14h à 15h. Et ensuite, on va réfléchir à d'autres actions durant l'été. Mais on pense à un temps fort au mois de septembre, puisqu'il y a d'autres menaces qui pèsent sur l'établissement, sur un autre secteur d'activité qu'on appelle anciennement les maisons de retraite. Donc aujourd'hui, on appelle ça des EHPAD. Donc on sent qu'aujourd'hui, il y a aussi une volonté peut-être de fermer des lits d'EHPAD, puisqu'on n'aurait pas les moyens financiers de restructurer le nombre de lits d'EHPAD qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un volume de 284 personnes. Il semblerait qu'on irait vers la disparition de plus d'une centaine de lits d'EHPAD. Donc d'autres actions, d'autres mobilisations à la rentrée sont prévues ? Sont prévues. Tout à fait. Et puis parce que justement par rapport à ce que vient de dire mon collègue, on sait très bien que la politique actuellement au niveau des EHPAD est plus de faire sortir du giron du public la prise en charge de ces personnes. Merci à vous trois. On aimerait conclure par un dernier mot très rapidement. Où on se demande le devenir de la prise en charge des personnes âgées avec les moyens qu'on nous alloue aujourd'hui.
Merci à vous trois. Mobilisation qui se poursuivra donc à plaisir avec ce mot d'ordre, non à l'austérité dans les hostos. C'était sur vos différents tracts. Merci à vous. Merci. Dans le domaine de la santé toujours, vient de se tenir la journée mondiale du don du sang. Le nombre de prélèvements a été plutôt bon, notamment sur l'île de France, pendant que ses invités quittent le plateau. Merci. Cela ne doit pas faire oublier que pendant l'été, la solidarité ne peut pas s'arrêter en matière de don du sang. Donc, le docteur Denis Pagès, un des responsables de l'établissement français du don du sang, s'exprime à ce sujet. On l'écoute. Pour l'ensemble de l'Île-de-France, c'est positif, puisque nous avons prélevé plus de donneurs que prévu. Nous avions prévu d'en prélever 1330, on a fait 1337. Compte tenu de ce que ça représente, il faut savoir que pour une base comme Versailles, par exemple, 1337, c'est en moyenne ce qu'on réalise sur une semaine de 6 jours. Donc c'est un excellent résultat. Compte tenu des excellents résultats du 14 juin, on est à peu près tranquille jusqu'au 10-12 août. On est en état de stock, on n'est pas trop mal. Et chaque année, et c'est pas à cause des JMDS, c'est à cause des vacances d'été, là on commence à être un petit peu en difficulté. Et donc moi, si j'ai un conseil, une recommandation à donner aux donneurs, c'est commencer à donner à partir de la deuxième quinzaine de juillet, la première quinzaine d'août, et nous, ça nous régulera. D'autant que les services hospitaliers qui consomment du sang, eh bien, certains qui ferment en août, parce qu'ils n'ont pas assez le personnel pour le maintenir avec un niveau de sécurité et d'efficacité correct. Donc, en fait, venez donner à partir du 10 juillet, comme si c'était le 14 juin, mais le 10 juillet. Nous sommes vendredi, si vous nous suivez en direct. Et ce soir, la France va affronter la Suisse pour son deuxième match du premier tour du Mondial 2014 de football. Les supporters sont prêts, dans une certaine euphorie, après la large victoire sur le Honduras il y a quelques jours, pour se plonger dans l'ambiance avant ce match France-Suisse. Retour sur la rencontre face au Honduras depuis Bois d'Arcy, qui proposait des écrans géants pour l'occasion. C'est tous les 4 ans, donc effectivement, l'Abri Blues ne pouvait pas louper ce rendez-vous. On ne sait pas combien il y aura de personnes, mais en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que la France va gagner. Justement, un petit pronostic ? 3-0. Un supporter bien inspiré avant le coup d'envoi de la rencontre France-Honduras dimanche soir. S'ils étaient nombreux à croire en la victoire de la France, ils étaient en revanche un peu moins à prédire un tel dénouement ici à Bois d'Arcy. L'Abri Blues, la salle de spectacle, retransmettait le premier match des Bleus et c'est ensemble que les spectateurs ont vécu l'ouverture du score. Une équipe de France volontaire et qui joue un football plaisant à voir, bien engagé. Et qu'il continue comme ça, c'est parfait. Très bon état d'esprit. Ils auraient pu mettre au moins 2 buts, je pense, facilement. Et on n'a pas eu de chance. Et j'espère qu'en deuxième mi-temps, ils vont quand même leur mettre au moins 2 autres buts. Un vœu exaucé par Karim Benzema. 3-0 score final. Sur le fond comme sur la forme, cette équipe de France version Didier Deschamps séduit et semble réconciliée avec son public. On est content que l'équipe de France ait gagné et ait bien entamé sa Coupe du Monde. C'est super. Pas trop mal. Hein. Contre une équipe qui était vachement dure à jouer quand même. Le public devrait donc venir encore en masse lors des 2 prochaines retransmissions programmées ici à l'Abri Blues de Bois d'Arcy. C'est un grand événement pour nous parce que c'est le début de la Coupe du Monde, c'est la France qui est en pleine dynamique, j'ai l'impression, et on avait envie, nous, de transmettre ce dynamisme à la population arcisienne dans un endroit qui est plutôt très identitaire pour Bois d'Arcy, c'est très connu, c'est l'Abri Blues, c'est là où on fait les concerts, c'est là où la jeunesse se retrouve. C'était vraiment tout trouvé justement pour qu'on retransmette les matchs de l'équipe de France ici. On se retrouve lundi pour un nouveau journal en espérant bien évidemment la nouvelle victoire de la France face à la Suisse. Profitez bien de votre week-end. Nous fêterons la musique demain pour le premier jour de l'été. Édition spéciale du 7-8 week-end à suivre sur notre antenne à partir de ce vendredi soir pour tout connaître de la programmation près de chez vous. Ce sera avec Catherine Zulato. À lundi.